Bonjour à tous. Dans le cadre de la chaîne La psychiatrie au soleil, nous vous proposons 4 cours portant sur les confinements et la santé, avec l'objectif de vous présenter différentes modalités de confinement utilisées en général pour des raisons professionnelles et pour lesquelles il existe un certain nombre de données renseignant sur les conséquences que peuvent avoir ces confinements professionnels sur la santé. Donc je suis Marion Troussard, je travaille à l'Institut de recherche biomédicale des armées et la première partie de ce cours, qui comportera 4 parties, ça a pour objectif de vous décrire différents environnements contraignants, c'est-à-dire en gros, quand on parle de confinement, de quoi parle-t-on? Ce cours est construit et présenté avec Madame Charlotte Poupon, qui a conduit une thèse de design sur les voyages extraordinaires ou comment aller sur Mars, et qui a beaucoup travaillé sur les environnements contraignants. Et beaucoup de l'iconographie qui est présentée dans ce cours est issue de son travail doctoral. L'objectif général de ces 4 cours, c'est finalement de rapprocher les connaissances dans le champ des environnements isolés, confinés, extrêmes et inhabituels, de le rapprocher du confinement sanitaire actuel pour essayer de mieux appréhender les caractéristiques de ces contraintes environnementales et essayer de voir sur quelles caractéristiques on peut s'appuyer pour penser des contre-mesures ou aider chaque individu à mieux gérer son confinement. Comme je vous le disais au départ, 4 parties vont composer ce cours. La première, qui est celle qui sera présentée maintenant, s'intéresse aux environnements contraignants pour les définir. La deuxième partie s'intéressera aux effets des environnements contraignants. Dans une troisième partie, nous évoquerons les mécanismes qui sont impliqués lorsqu'un individu évolue dans un environnement contraignant. Et enfin, dans une dernière partie, nous envisagerons quelques contre-mesures d'intérêt, sachant que ce ne sera pas un regard exhaustif des contre-mesures existantes. Donc venons-en aux objectifs de cette partie 1, confinement, environnement contraint, de quoi parle-t-on? Il s'agit dans ce cours de s'attacher à mieux décrire les caractéristiques des environnements contraignants qui se rapprochent de l'environnement de quarantaine ou de confinement sanitaire. Ces environnements contraignants sont caractérisés par 4 adjectifs. Ils sont isolés, ils sont confinés, ils sont extrêmes et inhabituels. Et ces 4 caractéristiques sont plus ou moins prégnantes selon les environnements dans lesquels on évolue. À l'issue de cette description, nous vous présenterons quelques professions qui évoluent dans ces environnements du fait des contraintes environnementales qui exigent l'exercice de ces métiers, et nous essaierons de voir en quoi ces caractéristiques professionnelles, environnementales professionnelles, se rapprochent des caractéristiques de l'environnement de vie que chacun a vécu pendant le confinement. Le plan présenté et le plan sera le suivant, 3 parties. Une première partie donc centrée sur les caractéristiques avec un focus sur un environnement naturel, artificiel, et puis les 4 caractéristiques dont je vous ai parlé, l'isolement, le confinement, l'extrême et l'inhabituel, il s'agira de les définir. Donc dans une deuxième partie, nous parlerons de 3 professions particulièrement habituées à ces environnements. Et dans une dernière partie, nous comparerons le confinement sanitaire, qui est un confinement imposé, au regard du confinement que les professions dont on parlera imposent. Vous allez voir régulièrement l'acronyme ICE et EUE. Donc ICE, c'est un acronyme qui caractérise pour les gens du métier un environnement isolé et confiné. Et EUE, c'est un acronyme qui caractérise un environnement extrême et inhabituel. Et vous allez voir que toutes ces caractéristiques ne sont pas forcément simultanées et que selon l'environnement de vie, certaines sont plus prédominantes que d'autres. Première chapitre ou première partie de ce cours 1, donc les caractéristiques des environnements contraignants. Un premier focus est celui sur la nature artificielle versus naturelle de l'environnement dans lequel on évolue. Vous avez sur cette diapositive des photos ou des illustrations, plus exactement, d'environnements extrêmement artificiels. Donc sur la gauche, une chambre spatiale dans l'ISS, et sur la droite, une coursive de sous-marins en phase nuit avec une lumière rouge très particulière qui a pour objectif de caractériser le moment de la journée, puisqu'effectivement, il n'y a aucun regard sur l'extérieur. Au centre, une illustration assez rare puisque c'est la seule douche avec de l'eau
de l'eau courante, ou en tout cas de l'eau qui coule, qui est prise en photo dans l'espace, sachant qu'avec la gravité, prendre une douche est extrêmement compliqué. Et donc, vous voyez, c'est une image de 1973, et l'eau est libre, c'est en fonction, et il y a toute une technologie qui permet à l'astronaute de se doucher. Cette caractérisation des environnements en termes de naturel ou artificiel est importante parce que il est régulièrement, c'est la diapo suivante, mis en évidence que les environnements naturels sont bénéfiques pour la santé. Alors, les médecines traditionnelles se sont particulièrement intéressées à décrire des éléments naturels qui contribuent à la bonne santé. Ces éléments naturels dans ces médecines traditionnelles, plutôt orientales, ciblent des éléments tels que l'eau, l'air, le feu et puis la terre. Mais dans la médecine ou dans la recherche actuelle, finalement, ces environnements naturels sont beaucoup plus étudiés dans leur globalité, sans aller séparer le rôle de l'environnement aquatique, de l'environnement aérien, etc., sur la santé. Pour autant, je vous ai indiqué un article, si les bénéfices des environnements naturels sur la santé vous intéressent, paru récemment dans Frontiers in Psychiatry, qui fait le poids des données de la littérature associées à chacun des éléments naturels de l'environnement, et qui fait donc le point sur les bénéfices pour la santé d'évoluer dans un environnement naturel. Donc, si l'environnement artificiel est très technologique et finalement reconnu comme étant peu apaisant pour un individu, au contraire de l'environnement naturel, certaines situations, c'est la diapo suivante, combinent à la fois l'artificiel et le naturel, et rendant peut-être le naturel encore plus important lorsque l'environnement immédiat est artificiel. Pour faire plus clair, en fait, je vais illustrer avec l'exemple de l'overview effect, ou traduit en français en termes d'effet surplombant, qui n'est pas forcément représentatif de ce que représente cet overview effect. Et cet overview effect, il est décrit par les astronautes qui, en fait, dans un environnement ultra artificiel, en regardant la Terre, vivent des expériences caractérisées d'extatique, avec un sentiment de partage, de communion avec la nature. Et il peut être fait l'hypothèse que ce sentiment d'être totalement un être participant à ce qui est naturel, à la vie en soi, peut émerger peut-être de la contrainte que porte cet environnement ultra-artificiel spatial. Si l'overview effect vous intéresse comme expérience, je vous ai mis un lien qui vous permet en fait d'expérimenter cette sensation vécue par les astronautes lorsqu'ils regardent la planète bleue, la planète Terre de l'ISS. Après avoir posé comme différence la caractéristique naturelle versus artificielle de l'environnement, je vous propose maintenant de nous concentrer sur les concepts d'isolement, de confinement, d'extrême et d'inhabituel. L'isolement et le confinement sont souvent associés, pour autant ce sont des concepts qui ne sont pas strictement superposables. L'isolement est une notion psychologique et aussi sociale qui renvoie à l'idée d'être amené à vivre sans contact direct avec le monde habituel étant habité par notre famille, nos amis, nos voisins et puis tous les étrangers que nous croisons régulièrement dans notre quotidien. Cet isolement des autres, finalement, peut être d'autant plus prégnant, ou en tout cas important, que vous êtes déjà isolé finalement de votre famille. Alors pourquoi je dis ça? L'illustration que vous avez en bas de cette diapositive est l'illustration de la cabine téléphonique de Dumont-d'Urville, qui est une base polaire française au TAF. Et cette cabine téléphonique, en fait, offre un isolement particulier pour les travailleurs de la base de Dumont-d'Urville qui, bien qu'isolés de leur famille, vivent en groupe à longueur de journée et ont besoin d'avoir un espace libre dans lequel ils se sentent seuls et isolés. Donc l'isolement est à la fois quelque chose qui est contraignant et en même temps un besoin de chaque individu, y compris lorsqu'il vit un isolement. Il ressent cette nécessité, ou il peut ressentir cette nécessité, d'avoir un espace à lui isolé. L'isolement affectif et social peut aussi être complété d'un isolement professionnel.
Cela concerne des soignants ou particulièrement qui vont être très loin de toute aide ou tout support technique et vont devoir donc travailler en grande autonomie, mais il y a aussi tout un ensemble de professions qui peuvent se retrouver dans un isolement professionnel. Si vos moyens de communication sont extrêmement limités, si vous ne pouvez pas évacuer des malades, ben finalement, vous êtes dans un isolement professionnel qui peut être extrêmement contraignant. Vous avez pour illustrer cet isolement professionnel le cas unique, ou en tout cas le seul qui est connu, d'auto-appendicectomie qui a été faite par un chirurgien russe. Vous voyez que c'est pas tout neuf, ça date de 1961, qui était isolé professionnellement et l'appendicite dont il a souffert n'a pu être résolu uniquement parce qu'il s'est auto-opéré donc dans une expédition soviétique en Antarctique. Après l'isolement, venons-en au confinement. Donc le confinement, ce n'est pas une notion à la base psychologique et sociale, c'est plutôt une notion qui est physique et architecturale, qui caractérise en fait, pour faire simple, le nombre de mètres carrés dont vous disposez pour évoluer. Vous avez en illustration les dortoirs ou en tout cas les bannettes des sous-mariniers. Donc vous voyez que dans un espace extrêmement restreint, vous avez un nombre de sous-mariniers qui cohabitent, qui dorment ensemble et c'est leur seul espace de vie à l'intérieur du sous-marin. Fraser, et c'est encore des données qui ne sont pas toutes neuves, a essayé d'évaluer la quantité de mètres carrés nécessaire pour qu'un individu ne se sente pas confiné. Et vous voyez qu'en fait, au-delà de 2 mètres carrés est finalement une limite juste acceptable dès lors qu'on doit rester plusieurs jours confiné. Pour autant, les sous-mariniers qui vont vivre des missions durant entre 60 et 80 jours n'ont comme seul espace dans le sous-marin leur bannette, donc cette couchette. Et si on rapporte à la taille du sous-marin le nombre de mètres carrés autour d'un individu, ou en tout cas disponible pour un individu, on est effectivement entre ces 1 et 2 mètres carrés. Donc vous voyez que l'environnement peut être isolé, mais plus ou moins confiné, il peut être confiné et pas forcément isolé, et que finalement ces notions ne sont pas strictement superposables. Le cas de l'environnement confiné renvoie aussi à l'idée que potentiellement on ne peut pas sortir de l'endroit dans lequel on est. La réalité de l'environnement, parce qu'il fait trop froid, parce que c'est entouré d'eau comme pour un sous-marin, ou parce qu'il y a le vide spatial comme dans l'espace, donne un sentiment ou fait vivre le sentiment de confinement potentiellement de façon plus acutisée ou plus important du fait qu'effectivement il est réellement impossible de sortir. Vous avez ici une vue de l'intérieur du sous-marin et du massif du sous-marin qui permet, juste avant la fermeture du sous-marin et l'immersion, d'entreapercevoir pour une dernière fois le ciel. Et c'est un lieu de passage avant la mission des sous-mariniers pour prendre une dernière bouffée d'oxygène. Pour revenir à la notion de naturel et d'artificiel, dans les environnements confinés, il est régulièrement décrit des comportements visant à amener du naturel dans ces environnements fermés, qui soient plus ou moins technologiques. On peut parler de fenêtres virtuelles naturelles, et vous avez là l'illustration d'aquariums qui sont posés dans les salles conviviales du sous-marin. Et il y a aussi dans l'ISS, la station spatiale, des petites serres que les astronautes ou les sous-mariniers viennent régulièrement regarder de façon possiblement à pouvoir se reconnecter avec ce besoin de naturel dans les environnements isolés, confinés et donc là artificiels. Ces environnements isolés et confinés peuvent également induire une promiscuité extrêmement importante. Vous avez vu tout à l'heure la cabine téléphonique de Dumont-d'Urville, vous avez vu les bannettes des sous-mariniers, et même dans des environnements immenses comme les bases polaires, enfin comme les environnements polaires où la France a des bases, il y a une promiscuité extrêmement difficile pour certains à supporter, et des espaces qui n'avaient pas forcément au début ce rôle, cette mission, sont utilisés pour échapper à cette promiscuité. Donc la cabine téléphonique était un exemple, et là vous avez à Dumont-d'Urville, sur la base de Dumont-d'Urville, une petite base qui s'appelle la base Marais, qui a été construite suite à des problématiques pendant un hivernage d'ajustement de la mission, qui est aujourd'hui utilisé ponctuellement comme lieu d'évasion pour couper court à cette promiscuité extrêmement gênante pour certains des personnels qui arment ces bases polaires.
Nous avons donc parlé des environnements naturels et artificiels qui peuvent se combiner avec l'isolement, le confinement, plus ou moins la promiscuité. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur ce qu'est un environnement extrême et inhabituel. Et là encore, si ces deux notions sont régulièrement accolées, elles ne sont pas systématiquement superposables. Pour commencer, qu'est-ce qu'un environnement extrême? On considère qu'un environnement est extrême lorsqu'il va confronter un individu à un fort niveau de stress, finalement indépendamment des caractéristiques de l'environnement. Si la description et ce qu'implique un environnement extrême vous intéresse, vous pouvez aller lire et vous plonger dans ce que Christian Clot, qui est un chercheur explorateur actuel, dans ce que Christian Clot a publié. L'objectif de Christian Clot, c'est de comprendre comment un individu s'adapte dans les environnements in situ, les environnements réels de vie. Et pour montrer l'importance de conduire des études sur le terrain, il a décidé d'enregistrer son fonctionnement physiologique, biologique, cognitif, psychologique dans 4 milieux extrêmes caractérisés par les pires conditions climatiques et géographiques. Et finalement, ce qu'il rapporte, c'est la manière dont l'individu est sollicité dans ces situations qui sont extrêmement stressantes et qui réclament beaucoup d'adaptation, beaucoup de sang-froid, avec un risque bien évidemment pour la vie de celui qui s'y confronte. Ces environnements extrêmes ont 4 caractéristiques. Ces caractéristiques ont été décrites par Sjödfeld en 1987, qui a, à l'instar de Rivolier, beaucoup travaillé sur ces notions d'environnement isolé, confiné, extrême, inhabituel, et il propose donc 4 caractéristiques des environnements extrêmes. La première caractéristique est celle de poser que la survie est impossible dans ces environnements sans une technologie avancée. C'est typiquement le cas de l'espace ou du fond marin, et donc des environnements spatiaux et des environnements sous-marins. C'est également le cas de certaines bases arctiques et antarctiques dans lesquelles, en fait, sans de la technologie, l'individu ne pourrait pas survivre. Ce qu'il pose aussi comme condition pour définir un environnement extrême, c'est la nécessité d'équipements adaptés pour offrir un habitat naturel pour des petits groupes. Enfin, il pose aussi que la destruction de cet habitat, de cet environnement, peut être élargie aux situations dans lesquelles finalement les catastrophes naturelles impliquant un danger majeur va conduire un individu dans un environnement où tout est détruit. Alors c'est le cas des tremblements de terre, des ouragans ou des combats qui conduisent à vivre et à devoir s'adapter dans un environnement extrême. Au final, quand on parle d'environnement extrême, on pose vraiment au cœur de la situation la possibilité ou pas de l'individu de s'adapter. Cette adaptation, en fait, peut être sollicitée jusqu'à un certain point, qui fait qu'on peut sortir de son espace habituel et s'acclimater. Donc, on va parler d'espace d'acclimatation à un environnement, mais au-delà, la vie et la survie n'est plus possible. Donc, la notion d'extrême est complétée par la notion d'inhabituel qui va caractériser les situations, les environnements dans lesquels l'adaptation demandée par la nature même à la nature même de l'homme, que ce soit sur le plan physiologique ou psychologique, est en limite de possibilité. Donc, votre environnement de vie, c'est l'espace habituel. L'espace d'acclimatation est un espace inhabituel. Au-delà, votre physiologie ne vous permet pas de survivre. Effectivement, si vous voyez le chant du loup, quand un des héros sort du sous-marin, en pratique, il ne peut pas survivre à une telle profondeur sans la coque protectrice du sous-marin, ne serait-ce que pour s'opposer aux pressions qu'exerce l'eau sur son corps. Donc l'espace d'acclimatation, quand vous êtes en sous-marin à une certaine profondeur, n'est pas possible, il n'y en a pas. Vous ne pouvez vivre que dans un espace habituel qui va être celui du sous-marin. Cette analogie est tout à fait possible dans les stations spatiales. Finalement, un certain nombre de chercheurs, plutôt des chercheurs du champ de l'architecture et du design, ont essayé de comprendre comment en fait l'habit même qui était nécessaire pour permettre une acclimatation et voire une survie dans des environnements inhabituels pouvait se transformer en habitacle, rendant finalement l'habit comme un espace plus habituel et pour devenir des espaces tampons où finalement l'individu va retrouver dans ces environnements de substitution que la technologie permet des environnements familiers avec des habitudes de vie qui se
rapproche de ce que l'individu aime faire sur Terre. Donc vous voyez qu'en fait, l'espace d'acclimatation qui sollicite l'individu peut devenir quelque chose de très familier à partir du moment où on y est un certain temps et où on a pris en compte, apporté un certain nombre d'éléments qui vous permettent de mieux vivre cette situation inhabituelle. Le deuxième chapitre de ce cours cible les professions qui, de fait, vivent dans ces environnements, donc ICE pour environnement isolé confiné en anglais, et EUE pour environnement extrême et inhabituel. Principalement, trois grandes professions sont impliquées dans ces environnements. Elles sont représentées sur ces photos, mais plus précisément, il s'agit des environnements professionnels spatiaux, antarctiques et sous-marins. On appelle ces environnements des environnements analogues et dès les années 50, ils ont été rapprochés parce qu'ils partageaient des contraintes d'isolement, de confinement d'extrême et inhabituelles et que finalement, il était intéressant de regarder comment on pouvait entraîner les astronautes à vivre dans ces environnements sans forcément avoir de base spatiale disponible ou les sous-mariniers à faire certains gestes sans aller au fond de la mer. Et ces années 50 correspondent à une convergence de progrès techniques qui ont rendu possible l'accès à ces terrains en même temps et donc a fait attribuer finalement le nom d'analogue à ces trois environnements. Donc l'espace sous-marin et les environnements polaires. Et vous voyez sur ces illustrations que les astronautes vont à la fois utiliser l'espace sous-marin et l'espace polaire pour s'entraîner à développer des compétences qui vont être requises dans l'espace. Ces analogues, en fait, ont particulièrement été étudiés par Revolier. Donc, vous aurez dans la bibliographie les références à ces deux livres, dans lesquels, en fait, il s'attache à décrire des points communs et des différences entre le monde sous-marin, le monde polaire et le monde spatial, avec bien sûr l'idée et l'objectif de regarder quel est le meilleur lieu d'entraînement pour développer telle ou telle compétence. Pour autant, si ces trois terrains sont rapprochés, en fait, les rapprochements posent quand même un certain nombre de différences et je vous ai également mis en bibliographie les travaux de Charlotte Poupon, qui partage avec moi cette présentation, qui a essayé d'étudier de façon plus précise les différences et les ressemblances entre ces trois environnements. Et sur ces représentations, en fait, l'idée, c'est sur différentes caractéristiques de l'environnement, de regarder quelles sont les proximités et différences entre le monde sous-marin, les bases polaires et l'ISS. Vous voyez par exemple qu'en termes d'environnement extérieur, vous pouvez sortir d'une base polaire si vous n'êtes pas à moins 80 ou si vous êtes bien couvert, mais vous ne pouvez absolument pas sortir de l'ISS et du sous-marin. Donc si vous voulez travailler sur la notion de confinement et regarder comment un individu va tolérer l'impossibilité de sortir dehors, finalement le monde sous-marin et le monde de l'ISS, le monde spatial, sont les milieux qui se rapprochent le plus et la base polaire ne sera pas un bon environnement d'entraînement. Donc on peut comme ça, sur un ensemble d'habitudes de vie, de sommeil, de toilette, je vous rappelle la douche et la difficulté à se doucher par exemple dans l'ISS, comparer ces environnements pour essayer d'aller déterminer ce qui les caractérise de façon plus fine. Juste pour illustrer, si l'on compare la modalité de prise de repas entre un sous-marin, c'est la première photo en haut à gauche, dans l'ISS au centre et puis en terre australe, vous voyez que les environnements même dans lesquels on prend les repas sont extrêmement différents. Alors évidemment, tout le monde n'est pas astronaute, sous-marinier ou hivernant polaire, mais il y a un certain nombre de métiers auxquels on ne pense pas, qui partagent quand même des environnements de travail plus ou moins isolés, plus ou moins confinés, plus ou moins extrêmes et plus ou moins inhabituels. Donc Sudfeld, en 2018, a proposé en fait de lister ces différents environnements et vous voyez que l'hôpital, que ce soit à la fois du côté des patients mais également du côté des soignants, partage un certain nombre de caractéristiques avec des environnements analogues, spatiaux, sous-marins et australes. Un environnement particulièrement isolé, confiné, extrême et inhabituel est celui des laboratoires P4 qui sont particulièrement sollicités dans les périodes de pandémie et au sein desquels, en fait, les chercheurs et cliniciens experts vont travailler totalement en scaphandre, donc isolés et confinés dans ce scaphandre, dans un environnement où toute erreur, puisqu'ils évaluent des traitements ou des mécanismes en lien avec des virus potentiellement mortels, et donc des milieux extrêmement dangereux et qui sont également inhabituels dans le sens où ils sont
en mode de respiration technologiquement assuré. Et vous voyez qu'en fait, finalement, la situation de crise de quarantaine met en avant un métier particulier qui partage un confinement particulier avec les terres australes, les terres sous-marines et les environnements polaires. Au regard de ces éléments à la fois caractéristiques et métiers, finalement, qu'est-ce qui va caractériser le confinement sanitaire que nous avons tous vécu en mars et que nous continuons à expérimenter lors de ce deuxième confinement? Avant toute chose, c'est un confinement imposé, ce qui est extrêmement différent des personnes qui s'engagent dans des professions qui s'exercent dans des environnements isolés et confinés. Cette obligation de se confiner va obliger à redéfinir le périmètre de nos espaces intimes et des différentes fonctions que l'on attribue au logement. Et donc, les relations intrafamiliales vont devoir totalement se réorganiser. Finalement, tout un ensemble de problèmes nouveaux vont être à résoudre, en plus des difficultés ou de l'organisation familiale, et notre habitat devient, de façon imposée, multifonction. Au-delà de ce confinement imposé, il y a également une double assignation qui peut être prise en compte. Cette double assignation, c'est qu'elle complète au confinement une notion de confinement temporel, puisque lorsqu'on a été confiné, on n'avait pas de notion de fin. Et on a eu une obligation immédiate de rompre toutes nos routines de travail, de vie, etc. Et pour nous confronter à un confinement sans idée de fin. Ce confinement a-t-il changé nos rapports au temps? Notre rapport au temps, c'est une réelle question et un certain nombre de recherches sont en cours pour essayer de voir finalement ou d'étudier comment la perception du temps, subjectif donc, a évolué en fonction des populations, de l'importance ou pas du confinement, donc de la taille de notre environnement, de si l'on était en télétravail ou pas, de notre âge, de notre niveau socio et économique. Et en tout cas, ce qui a été mis en évidence ou ce qui a été pointé, c'est qu'il y avait une concomitance de temps que l'individu découvrait, ou en tout cas qui était imposé aux individus, qui était à la fois celui de l'urgence, de l'instantanéité, puisqu'en fait nous avions pléthore d'informations plus ou moins cohérentes, des directives changeant d'un jour à l'autre, donc un temps extrêmement aigu, extrêmement instantané, et puis un temps beaucoup plus long, donc c'est bien celui pour lequel nous n'avions pas d'idée de fin, où nous devions composer sans savoir combien de temps, à la fois apprendre à apprendre le temps et en même temps apprendre à inclure de nouvelles activités dans notre vie familiale. Et cette reconfiguration du temps et des tâches a été pour certains extrêmement prégnant en termes de perception d'une accélération du temps. Alors, je vous ai donné les références du travail d'Olgen qui a essayé justement d'évaluer comment la perception du temps était vécue en fonction des caractéristiques de l'individu. Ce qui a été mis en évidence dans ce travail, c'est que le confinement, au-delà des modifications de la perception du temps, a augmenté la perception d'isolement des gens et de façon d'autant plus importante que la perception du temps était perçue comme s'allongeant, sans fin. Et les personnes qui se sentaient le plus isolées étaient celles qui étaient finalement le plus à risque sur le plan socio-professionnel. C'était essentiellement les femmes jeunes ou vivant seules, les personnes qui avaient l'habitude de rendre beaucoup de services dans le voisinage et qui là se trouvaient du fait du confinement dans une impossibilité à exercer ces actions au quotidien et donc percevaient un sentiment d'isolement beaucoup plus grand. Les personnes âgées et qui, pour des raisons à la fois liées au fait qu'ils ne recevaient plus de visites, mais aussi au fait qu'ils ne pouvaient pas interagir avec leur voisinage, ces personnes âgées, en fait, rapportaient une perception de confinement, d'isolement bien plus importante que les autres. Donc ce confinement a bouleversé notre perception du temps, nos habitudes de vie et de façon beaucoup plus prégnante, si l'on regarde cette étude, chez les gens qui avaient des liens forts dans le quartier et qui ont dû réduire toutes ces interactions de proximité. Donc Hodgkin nous montre dans son étude que la proximité et l'interaction sociale est un élément extrêmement important pour vivre bien ou mal le confinement. Ce qui nous renvoie, en fait, dans le confinement sanitaire imposé, à interroger notre espace intime, notre espace personnel et notre distance sociale et à nous questionner sur comment le confinement les a perturbés. Alors, avant toute chose, comment décrire ces trois espaces? Le premier espace est l'espace isolé de notre intimité, qui est notre espace à nous, et c'est l'espace qui se caractérise par une distance
de toucher possible. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui est dans mon espace intime est une personne que je vais pouvoir toucher, je vais pouvoir voir ses émotions, je vais pouvoir percevoir l'odeur de son haleine, je vais pouvoir voir les marques sur son visage émotionnel. Et c'est vraiment une zone affective, cet espace intime, où l'émetteur me donne beaucoup de choses à voir de lui, à lire de lui. A contrario, quand l'émetteur rentre, un individu rentre dans cet espace intime, en fait, si c'est un individu que je n'ai pas envie de voir, je vais avoir une réaction relativement viscérale qui va dire je ne peux pas le sentir, il est dans mon espace intime. Au-delà de cet espace intime du toucher, se décline un espace qu'on va appeler plutôt un espace personnel, qui est celui qui est caractérisé finalement par la longueur de mon bras, où je vois encore bien l'émetteur, la personne en face de moi qui va interagir avec moi, mais je n'ai pas de contact de toucher directement. C'est une bulle qui est extérieure à mon espace intime et finalement l'expression si quelqu'un rentre dans cet espace personnel et que je ne le souhaite pas va être je ne peux pas le voir. Dernier espace, c'est l'espace social, qui est celui où je n'ai vraiment plus de contact physique direct avec autrui. C'est essentiellement l'œil qui va servir dans cet espace. Et l'interaction que je vais avoir avec lui va être beaucoup moins émotionnelle que lorsque l'émetteur, l'individu, mon interlocuteur, pénètre dans mon espace personnel ou dans mon espace intime. Et finalement, lorsqu'on questionne l'isolement, le confinement et la promiscuité, il est possible que la distance de ces espaces soit modifiée par ce vécu particulier imposé, et ça nous renvoie au besoin d'aller dans la cabine téléphonique de Dumont-d'Urville, encore plus loin du monde que ne l'est la base elle-même, ou la base Marée, où vont se retrouver quelques astronautes pour avoir une distance personnelle avec les personnes choisies. Et finalement, je n'ai pas vu d'études apportant des données sur comment évoluent ces espaces intimes, personnels et sociaux dans une période de confinement et d'isolement de la durée d'environ 2 mois que nous avons vécu. Enfin, pour finir, est-ce que l'environnement isolé, confiné, sanitaire que nous avons vécu est aussi habituel ou inhabituel? Il était habituel dans le sens où nous étions pour la plupart avec notre famille, mais inhabituel parce que toutes nos interactions avec nos amis et voisins étaient beaucoup plus réduites, voire nulles, et nos collègues étaient effectivement uniquement visibles par visioconférence. Ce qui nous questionne en fait, ce qui nous renvoie au point de la familiarité de l'environnement. Et c'était un petit peu l'image, l'illustration que je vous montrais avec cet astronaute qui jouait de la guitare et qui s'était approprié son environnement spatial de vie en amenant ses objets importants. Et si vous souhaitez finalement préparer éventuellement un futur confinement avec les éléments, les objets importants pour vous, vous pouvez jouer ou en tout cas vous amuser à positionner dans une valise pour l'espace, puisqu'en fait ça a été l'objet d'une étude conduite donc par Charlotte Poupon et portée par le CNES, qui était finalement comment allez-vous faire votre valise si vous partiez avec Thomas Pesquet dans l'espace. Qu'est-ce que vous choisissez comme objet important pour vous, qui vous rendront cet environnement isolé, confiné, inhabituel, d'environnement habituel de vie pour un certain temps. Et donc, vous aviez un certain nombre de contraintes dans cette proposition de réponse qui était liée en fait à ce que Thomas Pesquet pouvait amener dans l'espace, c'est-à-dire une boîte de la taille d'une boîte à chaussures avec pas plus d'1 kilo. Donc, si jamais vous voulez vous préparer ou vous amuser à lister, identifier ce qui est important pour vous, vous pouvez identifier votre boîte symbolique de choses qui rendront un environnement inhabituel habituel en réfléchissant à ce qui va être important de mettre dans cette boîte à chaussures d'1 kilo et qui sera finalement votre espace personnel intime au cours d'un isolement ou d'un confinement. Et à l'issue de cette question d'habituel ou d'inhabituel, juste un petit focus sur la notion d'extrême. Est-ce que ce confinement imposé sanitaire était extrême? Il l'était puisqu'il y avait un risque de maladie mortelle, donc ça répond à la première caractéristique et premier point de la définition des environnements extrêmes. Cette notion d'extrême pointe aussi une caractéristique particulière de l'être humain qui a été mise en exergue dans le confinement, qui est qu'on était dans une situation avec un risque, mais surtout beaucoup d'incertitudes du fait
de la nouveauté de ce virus et du peu de connaissances que les scientifiques et les médecins avaient sur la maladie qu'il générait, et que finalement les individus, chacun de nous, ont vécu au-delà de la notion d'extrême dans un environnement incertain, c'est-à-dire une incapacité à se projeter et à connaître l'évolution de cet environnement. Et donc finalement, si le risque était potentiellement assez bien prévu, ou en tout cas circonscrit, cet environnement du confinement sanitaire du printemps 2020 était caractérisé par énormément d'incertitudes et donc une méconnaissance de l'évolution du futur, et pour certains extrêmement difficile à connaître. L'individu n'aime pas l'incertitude et finalement, on peut penser que le confinement était imposé et avec un extrême subi, avec une peur de l'inconnu, qui a été peut-être beaucoup plus difficile à gérer pour les individus caractérisés par une grande intolérance à l'incertitude. C'est une dimension de fonctionnement que l'on mesure chez l'individu, cette intolérance à l'incertitude, et qui est extrêmement importante lorsqu'on s'intéresse à l'adaptation aux environnements inhabituels, qui était précisément le cas de ce confinement. Que retenir de cette première partie? Que finalement, ces environnements isolés, confinés et ou extrêmes et ou inhabituels ont déjà été largement étudiés, mais dans des professions particulières pour lesquelles l'immersion dans ces environnements n'était pas subie. La crise sanitaire, même si elle a des caractéristiques d'isolement, de confinement, d'extrême, voire d'inhabituel ou d'inhabituel, voire d'extrême, finalement moindre que pour ces environnements professionnels, elle se caractérisait par un non-choix, c'était quelque chose d'imposé, avec très peu de contrôle sur l'évolution des choses, puisque les informations venaient au compte-gouttes avec beaucoup d'incohérences, et que cette situation est particulièrement difficile à vivre pour l'être humain, qui déteste avant tout l'incertitude. Peut-être les trois références à récupérer ou à lire si vous souhaitez compléter cette balade dans ces environnements isolés, confinés, extrêmes et inhabituels, donc explorer finalement les environnements de vie qui peuvent se rapprocher du confinement, et puis une bibliographie plus large qui reprend l'ensemble des éléments et des illustrations que je vous ai présentés. Et donc je n'ai aucun conflit d'intérêt avec des différentes structures qui pourraient avoir financé les études que je vous ai présentées. Et pour finir, je vous laisse vous évader d'environnements isolés confinés avec cette iconographie que donc Charlotte Poupon avait créée pour son travail de mémoire de master de design et réutilisée dans le cadre de sa thèse, et que je me suis permise de réutiliser pour finir cette partie 1.